Je voudrais tout d'abord remercier Fabrizio Romano et la banque Intesa San Paolo de me donner l'occasion de partager avec vous quelques éléments de mon expérience de l'histoire de l'électricité et de l'énergie franco-italienne. L'énergie est évidemment une industrie de long terme et il est intéressant de temps en temps de regarder aussi la dimension historique et le temps long que cette industrie possède en propre. Alors, je le ferai de façon très libre, puisque maintenant, rien ne me lie à mes activités passées, et donc j'exprimerai simplement ma vision personnelle. Et il est amusant de se rappeler que Milan a été la première ville électrifiée en Europe et la Scala de Milan, le premier bâtiment public électrifié en Europe. Et ceci s'est fait de façon très amusante puisque le créateur de la société qui est devenue Edison, le professeur Colombo, s'est rendu en 1881 à l'exposition universelle de l'électricité de Paris, d'où il a ramené la technologie de la lampe de Thomas Edison et qui a été la base du développement de l'électrification de Milan. Et il est intéressant de noter que c'est donc à Milan, proche des Alpes, que s'est développée la première électrification de l'Europe à l'époque de la première mondialisation. Et l'industrie électrique française a suivi une évolution extrêmement similaire. On peut citer par exemple la concomitance de la création de la Politecnico de Milan, qui est la plus célèbre et la plus importante université de technologie en Italie, avec celle de Polytechnique de Grenoble, qui a été créée aussi dans les mêmes conditions pour mettre en œuvre la technologie électrique à partir notamment de la houille blanche venant des Alpes. Alors l'histoire de l'industrie énergétique italienne se poursuit. Je retiens simplement qu'après la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de pays européens ont décidé de prendre à bras-le-corps la reconstruction de leur industrie et notamment de leur infrastructure énergétique et ont décidé, je cite l'Angleterre, la France et l'Italie, de nationaliser l'essentiel de leur industrie pour faire face à l'œuvre de reconstruction. Et il est intéressant de noter que même s'il y a eu un léger décalage dans le temps, la nationalisation de l'industrie électrique en France et en Grande-Bretagne s'est fait en 1946. Il a fallu attendre 1962 pour qu'elle se fasse en Italie. Mais EDF et Enel ont partagé la même philosophie et ont constitué, à mon sens, l'exemple à l'époque de l'efficacité d'un monopole public bénévolent, efficace socialement et économiquement, et ont véritablement reconstruit des industries électriques modernes et socialement efficaces, à la fois en France et en Italie. L'exemple anglais est un peu moins démonstratif de ce point de vue-là, mais ceci a été une période où la puissance publique a su trouver les voies et moyens de faire de son intervention assez directe un modèle d'efficacité. Alors, ça ne s'est pas borné à l'industrie électrique. L'industrie pétro-gazière a connu le même cheminement parallèle. Et le rôle de l'État en France, avec la création, le soutien à la Compagnie française des pétroles, la création de Elf d'un côté, et l'action de l'État italien sur la création de l'ENI, la GIP et la SNAM, sans parler de Gaz de France, aussi monopole public en France, sont deux évolutions, enfin deux... est une illustration pour moi du partage très profond de la philosophie que la puissance publique pouvait avoir concernant l'intérêt de reconstruire une industrie énergétique efficace, non seulement au plan domestique, mais aussi au plan international. Alors, cette période-là, évidemment, n'était pas propice à des échanges capitalistiques, mais la coopération en termes technologiques et les ingénieurs se connaissaient parfaitement. Et dès cette époque-là, les interventions communes des monopoles publics ou quasi publics des deux pays à l'extérieur de l'Europe était tout à fait important. Et j'ai personnellement le souvenir de conférences en Amérique latine sur la tarification au coût marginal où nous partagions avec nos amis italiens la même idée que c'était une façon efficace de traiter les problèmes énergétiques.
Je dois aussi mentionner que les relations, ou les coopérations en matière énergétique ne se bornent pas à des coopérations ou à des accords entre les grandes sociétés. Il faut bien mesurer que l'ensemble du tissu industriel, qui d'ailleurs en Italie se trouve aujourd'hui en bien meilleure santé que le tissu français, a été aussi l'objet de nombreuses coopérations. Je ne citerai qu'un exemple, c'est le rachat par la société italienne Saipem de Bouygues Offshore pour constituer aujourd'hui sans doute ce qui est la meilleure entreprise de services pétroliers énergétiques européenne. Et on peut de notre côté voir que l'industrie française n'a pas su garder son autonomie et son indépendance de ce point de vue-là. L'aventure de Technip, qui est maintenant franco-américaine et de plus en plus américano-française, l'illustre à dessein et montre la robustesse du modèle italien, y compris dans une compétition internationale tout à fait étonnante. Je citerai aussi une autre anecdote. Dans le nucléaire, lorsque le modèle EPR a été relancé à la fois en France et en Finlande, l'industrie des fournitures nucléaires s'était un peu restructurée et les appels d'offres qui sont maintenant la norme dans la recherche des fournisseurs, tombaient sur finalement un seul fournisseur de vannes d'un certain type qui était italien et qui est toujours italien. Et donc vous voyez bien que dans ce domaine énergétique, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe du point de vue de la chaîne des fournisseurs, et l'industrie italienne a une présence et une antériorité de son intervention à l'international et notamment en France tout à fait significative. Je ne peux pas manquer de parler aussi de la coopération franco-italienne en matière nucléaire. Peu de gens le savent, l'Italie a démarré très tôt, plus tôt que la France, son activité dans le domaine nucléaire dès après la guerre. Et cette coopération ne s'est pas démentie. Elle aboutissait à un partenariat incarné par le projet Superphénix, la centrale Superphénix, qui a été à un moment la plus grosse centrale de 4e génération du monde, qui s'est interrompue pour des raisons que vous savez en 1997. Mais les partenaires italiens étaient de loin les partenaires les plus solides. Bien sûr, c'était un projet européen. Les Allemands et les Anglais étaient un petit peu présents. Mais le vrai partenariat de cette affaire était franco-italien. Alors on arrive ensuite à la période où l'Europe a décidé d'organiser un grand marché de l'électricité et a déréglementé activement l'ensemble de son secteur énergétique, gazier et électrique. C'est donc à la fin des années 90. Et évidemment, chaque ancien monopole national s'est trouvé devant la situation de devoir gérer une inévitable perte d'importance sur son marché national en contrepartie d'un développement européen qui permettait d'avoir des opérateurs à la fois plus importants, donc plus efficaces, puisque la taille compte dans le domaine énergétique, mais sur un marché nettement plus large, avec une certaine concurrence, une concurrence certaine qui permettrait d'avoir une meilleure efficacité d'une industrie fondée sur des grands opérateurs suffisamment peu nombreux pour bénéficier des effets d'échelle, mais suffisamment nombreux pour que la concurrence stimule leur efficacité économique. Dans ces conditions, les Italiens ont été extrêmement actifs dans la diminution du rôle monopolistique de l'Enel. Simone Mori en a parlé. Les Français, pour des raisons un peu similaires, se sont jetés dans le développement international et c'est ainsi qu'EDF s'est retrouvé accusé de vouloir envahir l'Italie en juin 2001 en achetant, avec d'autres intérêts italiens, Edison. C'est une affaire qui a pris 12 ans pour être réglée. Il a été mentionné ce matin et vous avez encore rappelé que cette affaire est devenue éminemment politique dès l'origine, puisque une loi italienne, d'ailleurs les Espagnols, c'est peu connu, mais les Espagnols en ont tiré de la graine pour avoir adopté au même moment la même loi, une loi italienne faisait obstacle à les investissements d'origine publique dans le secteur de l'énergie. Alors évidemment, cette loi était contraire aux traités européens, mais il a fallu attendre finalement plusieurs années pour résoudre le problème. Et ça n'est qu'en 2012 que finalement EDF a pu terminer de prendre ses responsabilités au sein d'Edison. Mais il y a eu quelques épisodes. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré les passions qui s'exprimaient au plan politique et public sur cette question,
les industriels ont essayé en permanence de trouver des solutions, et c'est ainsi que Enel et EDF sont tombés d'accord pour développer et renforcer une coopération, et c'est ainsi que Enel a accepté de rentrer, et finalement ça s'est trouvé le seul partenaire européen pour accompagner EDF dans le développement de la première centrale de nouveau type EPR à Flamanville, et en plus Enel avait la possibilité de rentrer sur le marché français, et c'est ainsi que les choses ont commencé. Alors l'aventure nucléaire franco-italienne ne s'est pas bien terminée. Vous vous souvenez tous du référendum de 2011, qui a pris place 3 mois après Fukushima. Évidemment, le timing était désastreux. Je retiendrai seulement pour ma part que, une fois de plus, le référendum n'a pas répondu à la question, mais s'est transformé en plébiscite contre un gouvernement italien qui, à l'époque, commençait déjà à être usé. Mais les choses sont ainsi, donc la coopération nucléaire au niveau des opérateurs s'est arrêtée. Je mentionne toutefois, encore une fois, la qualité de l'industrie manufacturière italienne, qui en fait un pays important dans la fourniture de technologies, y compris dans ce domaine-là. Et on s'aperçoit que les opérateurs et les industriels allemands ne sont plus présents sur ce métier. Et en Europe, l'Italie reste industriellement quelque chose d'extrêmement important pour l'industrie, y compris l'industrie nucléaire. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on arrive à une nouvelle évolution de l'industrie énergétique qui se concentre sur la transition énergétique, sur la meilleure intégration des actions des consommateurs avec les producteurs, et notamment ouvert par les technologies renouvelées plutôt que nouvelles, qui consistent à faire appel aux énergies renouvelables. Et évidemment, c'est un nouveau chapitre de l'histoire commune ou parallèle franco-italienne en matière énergétique qui s'ouvre, et je suis ravi qu'à cette table ronde, certains des acteurs, notamment italiens, puissent nous présenter leur vue, mais je n'oublie pas aussi de citer le rôle de Gaz de France, puis de GDF Suez et maintenant d'Engie, qui a eu et qui a encore un intérêt profond pour l'Italie. Là encore, pas simplement comme opérateur gazier ou électricien traditionnel, mais aussi comme fournisseur de services, puisque c'est une des caractéristiques d'Engie d'avoir aussi cette dimension historique des services, et l'histoire de la coopération en matière de services énergétiques franco-italienne est tout à fait remarquable. Et je me souviens par exemple que notre partenaire, la société municipale de Milan et de Brescia dans Edison à un moment, était aussi un opérateur de réseau de chaleur dans la région parisienne et à Lyon, si ma mémoire est bonne. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré les passions que vous connaissez bien des relations franco-italiennes, il y a toujours eu la possibilité de s'entendre entre ingénieurs, hommes d'affaires, pour essayer, malgré ce déchaînement des passions que l'on connaît encore aujourd'hui, de maintenir une vraie coopération, de vrais partenariats. Et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement rassurant dans notre monde qui devient, me semble-t-il, parfois très irrationnel. Alors, peut-être un dernier mot sur mes sujets d'étonnement, si vous voulez, liés par l'histoire. Aujourd'hui, et Simone Mori l'a dit, Enel est en train d'installer la 2e génération de compteurs électroniques, alors qu'en France, on se pose toujours des questions métaphysiques sur l'innocuité de la première génération. C'est intéressant de rappeler ça. Et là aussi, c'est pour moi une illustration des risques d'enflammement des passions. Évidemment, Enel considère que c'est une fantastique opportunité pour, comme on dit, digitaliser l'industrie électrique, mais aussi, plus pratiquement, rentrer dans une partie de l'industrie des télécoms. Or, vous savez bien qu'une grande entreprise ou un grand entrepreneur français
a imaginé de débarquer en Italie sur le même sujet. Et on voit bien que parfois encore, c'est vécu des deux côtés comme soit une conquête plus ou moins victorieuse ou suivie d'une défaite plus ou moins piteuse, et de l'autre côté, une résistance héroïque à l'envahisseur du nord des Alpes. Donc nous n'avons pas fini de devoir gérer les passions de nos relations franco-italiennes. Et je voudrais terminer en complétant ce qu'a dit Marco Margheri à propos de problèmes où nous avons, je crois, une véritable communauté d'intérêt entre la France et l'Italie. Marco a parlé du gaz, où quoi qu'on en veuille, ce sera l'énergie de bouclage pendant quelques décennies de la sécurité d'approvisionnement de nos concitoyens en Europe. Peut-être un petit peu plus en Italie et surtout en Allemagne qu'en France, mais nos réseaux sont interconnectés. L'Italie a fait le choix de dépendre de ses voisins, et notamment de la France, depuis très longtemps en matière électrique. Et bien évidemment, ce problème de sécurité d'alimentation nous concerne tous sur le territoire européen. Il a mentionné la communauté d'intérêt que nous avons, français et italiens, à ce que les développements en Méditerranée du sud de la Méditerranée et de l'est de la Méditerranée se passent bien. Il y a aussi des enjeux énergétiques évidents sur lesquels la France et l'Italie pourraient jouer des rôles. Je parle des espoirs de développement des ressources gazières à l'est de la Méditerranée, qui concernent évidemment toute la région. On a de Paris une perception un petit peu lointaine de ces enjeux. C'est évidemment beaucoup plus prégnant vu de Milan et encore plus de Rome. Mais il y a une autre dimension tout à fait importante en matière de sécurité énergétique au niveau européen, c'est l'avenir de nos relations avec la Russie, qui est de loin le plus important fournisseur de gaz pour le reste de l'Europe. Alors il se trouve que je suis un petit peu impliqué avec la société ukrainienne de gaz qui assure le transit la plus grande partie du gaz importé de Russie, mais je prends ça comme un exemple. Si vous voulez une meilleure compréhension que la France et l'Italie ont un vrai intérêt commun à ce que les relations avec la Russie et la situation en Ukraine puissent retrouver une dimension rationnelle pour assurer un minimum de continuation de la sécurité d'approvisionnement, me paraît l'illustration des vraies communautés d'intérêt que nous avons entre nos deux pays, et que parfois les passions exacerbées du court terme nous empêchent de distinguer. Je vous remercie.